Salut à tous et bienvenue pour cette toute première vidéo de l'été 2015 consacrée à l'analyse de l'intersaison de certaines franchises NBA. Une chronique qu'on avait commencée il y a 2 ans déjà, durant l'été 2013, dont le concept est tout simple, c'est d'utiliser tous les outils statistiques, les statistiques avancées, les mêmes que celles qui sont utilisées par les pros de la NBA, utiliser ces outils pour passer vraiment au crible l'intersaison de plusieurs franchises NBA, d'analyser les arrivées et les départs, les forces et les faiblesses de ces équipes et d'essayer de comprendre tout simplement si ces franchises ont réalisé une bonne ou une mauvaise intersaison. L'idée c'est d'aller au-delà des intuitions et de vraiment utiliser du concret, des statistiques pour dresser un bilan avant le début de la saison qui va démarrer à la fin octobre. Pour l'épisode 1, je vous propose qu'on s'intéresse aux Bucks de Milwaukee, une franchise de Milwaukee qui sort d'une bonne saison, qui a été assez active durant l'été. Ça va être intéressant justement d'analyser si les recrues et les départs vont renforcer ou affaiblir cette équipe des Bucks et globalement qu'est-ce qu'il faut attendre de cette franchise de Milwaukee pour la saison prochaine. Je vous propose qu'on commence tout de suite. On va passer en revue beaucoup de stats. Si vous êtes allergique aux chiffres, ça va un petit peu piquer les yeux, mais je vous promets que ça sera vraiment intéressant si vous vous intéressez vraiment aux statistiques avancées et aux analyses un petit peu poussées de chiffres en NBA. C'est parti. Allez, à tout de suite. Donc je vous propose qu'on commence par un bilan, qu'on fasse dans un premier temps vraiment le point avec cette équipe des Bucks, d'où ils viennent, comment était composée leur attaque, comment était composée leur défense sur la saison passée, qu'on évalue un petit peu les forces et les faiblesses de cette équipe pour que dans un deuxième temps on puisse mesurer l'impact des départs et des arrivées de joueurs dans cette franchise de Milwaukee. Donc à l'issue de la saison passée, saison 2014-2015, les Bucks ont fini avec un bilan de 41 victoires pour 41 défaites. Ils ont fini 6e à l'Est avant de tomber au premier tour des playoffs face aux Chicago Bulls en 6 matchs, 4 victoires à 2 pour les Bulls. Ils sortaient d'une saison 2013-2014 à 15 victoires, 67 défaites. Donc clairement la saison passée, ils ont fait une très très belle progression. Ils ont même atteint un niveau où peu d'experts les avaient imaginés dans cette saison 2015 pour aller dans les grandes lignes. Et donc dans cette vidéo, vous le savez, on va passer beaucoup de statistiques en revue. Si vous êtes un petit peu allergique aux stats, ça va piquer un petit peu. Mais l'objectif, c'est vraiment... Et c'est vraiment quelque chose que je veux vous proposer dans ces vidéos. L'objectif, c'est d'aller au-delà des intuitions. Parce que si comme moi vous surfez beaucoup sur la presse internet, sur des blogs NBA, vous avez beaucoup d'articles qui sont finalement basés sur des intuitions. Un tel est bon parce que, telle équipe est bonne parce que, mais c'est jamais justifié. Moi, ce que je veux vous proposer, c'est vraiment qu'on fasse une analyse qui est justifiée avec des statistiques à l'appui, avec des stats avancées à l'appui, pour qu'on ait vraiment quelque chose qui soit argumenté et qui soit fiable. Donc on va passer en revue beaucoup de stats, c'est ça que je voulais vous dire, mais ne vous inquiétez pas, on fera souvent des bilans pour dégager des messages clés, des idées essentielles. Donc ces Bucks, la saison passée, 25e meilleure attaque de la NBA, donc clairement pas une bonne attaque, 2e meilleure défense de la NBA, 12e pace, donc en termes de nombre de possessions jouées par match, ils avaient le 12e pace, donc le 12e rythme. Ça veut dire que c'est une équipe qui joue assez vite, ils aiment jouer relativement vite. Ils étaient 25e au rebond défensif, 14e au rebond offensif et ils avaient le 14e pourcentage au tir réel de la ligue. Alors la première chose qui, entre guillemets, doit vous faire tiquer quand vous entendez ça, 25e attaque, mais 14e meilleur pourcentage au tir réel. Le pourcentage au tir réel, je vous rappelle, c'est une espèce de pondération des tirs à 2 points, des tirs à 3 points et des tirs à 1 point, des lancers francs. Donc ça vous donne un pourcentage de réussite global combiné sur ces 3 compartiments.
Traditionnellement, l'attaque dépend clairement du pourcentage au tir réel. Là, ils sont 14e au tir réel, mais seulement 25e en attaque. Ça veut dire qu'il se passe quelque chose au niveau des pertes de balles. Et effectivement, c'est la 29e équipe de la ligue pour ce qui est du ratio de pertes de balles. Donc, c'est une équipe qui attaque relativement correctement, finalement, avec un pourcentage au tir réel qui les place en milieu de tableau. Mais ils perdent beaucoup de ballons, beaucoup trop de ballons, et forcément, toutes ces pertes de balles, c'est des opportunités manquées de tenter un panier, et au final, ça fait considérablement baisser l'efficacité de l'attaque. Il ne faut pas oublier que la saison passée des Bucks aura été une saison à deux visages. Il y a eu une première équipe des Bucks avant le All-Star Game, où l'équipe a enchaîné 30 victoires pour 23 défaites, les Bucks étaient vraiment en forme, ils étaient dans le top 4 à l'Est, 17e attaque, 2e défense de la ligue sur cette période. Et puis, après le All-Star Game, ils ont chuté à 11 victoires, 18 défaites, et ils n'étaient plus que la 27e attaque de la ligue, tout en restant la 2e meilleure défense. La différence entre ces deux moments, eh bien, elle est très simple, cette différence. Ça a été l'échange de Brandon Knight envoyé aux Suns et Carter Williams des Sixers arrivé lui aux Bucks. Cet échange a été en tout cas à court terme relativement préjudiciable aux Bucks. Ils sont restés aussi bons en défense, Carter Williams est un bon défenseur, mais par contre il a de très moins bonnes qualités d'attaque qu'un Brandon Knight, notamment pour ce qui est de la réussite à 3 points, on va aborder ça plus tard, et ça a fait considérablement en fait plonger l'efficacité offensive de l'équipe, et la dernière moitié de saison de la saison passée a été très compliquée pour les Bucks. Je vous propose qu'on passe en revue un petit peu la structure de cette attaque des Bucks, qu'on analyse en fait ensemble comment est composée cette attaque des Bucks, sur quoi ils se basent pour mettre des points tout simplement en attaque. On l'a vu, les Bucks ne sont pas une bonne attaque. C'est très intéressant de rentrer dans le détail pour vraiment se rendre compte de là où les Bucks ont vraiment beaucoup de difficultés. On va les passer un par un dans l'ordre. C'est très important pour comprendre en quoi les nouveaux joueurs qui vont arriver dans l'équipe vont pouvoir contribuer ou non. Donc c'est un moment très important, en tout cas pour ce qui est de l'aspect attaque, de l'aspect offensif du jeu des Bucks. Donc on l'a dit, hein, on va commencer par là, la transition, 15% du temps, même pratiquement 16% du temps, ils mettent des paniers grâce à du jeu rapide, du jeu en transition. C'est la 8e fréquence de la NBA, avec la 7e efficacité. Donc c'est une équipe qui aime jouer en contre-attaque et qui le fait de manière efficace. Deuxième composante de l'attaque des Bucks, c'est le jeu en isolation. On les passe tous en revue. Donc le jeu en isolation, 12e fréquence de la ligue avec 9% du temps du jeu en isolation. Donc c'est typiquement ballon à un attaquant isolation, c'est-à-dire qu'il est tout seul et il va se créer son propre panier. Donc 12e fréquence de la ligue, donc c'est la 12e équipe de la ligue qui fait le plus d'isolation, mais avec seulement la 27e efficacité. Donc on sent que quand il y a du jeu en isolation du côté des Bucks, c'est un petit peu du jeu par dépit et ils ont du mal à transformer ces séquences de 1 contre 1 en panier. Autre chose qu'ils utilisent en attaque, c'est le pick and roll porteur de balle. Seulement par contre à la 26e fréquence de la ligue, 12,5% du temps. Donc c'est une équipe qui finalement au global utilise assez peu le pick and roll porteur de balle, avec la 21e efficacité. Donc ils le font pas souvent, mais ils sont pas spécialement bons là-dedans. Au niveau maintenant du pick and roll, ce qu'on appelle rollman, donc c'est-à-dire que c'est le poseur de l'écran, celui qui a posé l'écran dans le jeu à deux, qui ouvre au panier ou qui s'écarte et qui récupère une passe, et là qui va marquer un panier en fait à l'issue de ce jeu à deux, de ce jeu en pick and roll. Là c'est la 29e utilisation de la ligue avec la 28e efficacité. Donc dans le jeu des Bucks, le poseur de l'écran il n'est pas dangereux. C'est aussi simple que ça. Au niveau du post-up, donc du jeu dos au panier, les Bucks l'utilisent 6% du temps, 22e fréquence d'utilisation de la ligue avec la 27e efficacité. Donc les intérieurs des Bucks en 2014-2015, quand ils avaient la balle de haut panier,
c'est pareil, ils n'étaient pas dangereux. Au niveau des tirs de champ, les spots, 12e utilisation, 12e fréquence d'utilisation de la ligue, 20% du temps, 15e efficacité. Donc voilà, c'est une équipe qui abuse d'une manière modérée, moyenne, des tirs de champ avec une efficacité moyenne. Au niveau des hand-off, donc ce sont des passes collées. Donc c'est quand deux attaquants se croisent par exemple et qu'un porteur de balle transmet un petit peu comme un passage de relais le ballon à un autre attaquant. Au niveau des hand-off, ils ne le font que 4% du temps. 14e fréquence d'utilisation de la ligue, 24e efficacité. Pareil, pas quelque chose dans lesquels les Bucks sont à l'aise en attaque. Au niveau des cuts, donc les cuts, ça va être des démarquages sans ballon vers le panier. Par exemple, un alley-oop est considéré comme un cut. C'est un démarquage sans ballon vers le panier. On récupère une passe et on marque. Première utilisation de la ligue. Donc l'attaque des Bucks, c'est une attaque qui aime utiliser des mouvements sans ballon. Donc ça c'est intéressant, c'est toujours une marque d'un jeu collectif assez construit. Première fréquence d'utilisation de la ligue, 10% du temps, mais avec seulement la 19e efficacité. Donc dans les cuts, si vous voulez, les joueurs des Bucks arrivent à se démarquer, il y a des opportunités de tenter des tirs, mais avec seulement la 19e efficacité de la ligue, donc il y a vraisemblablement des problèmes de qualité de finition dans les cuts de cette équipe des Bucks. Au niveau des half screen, donc qui sont des sorties d'écran sans ballon, 10e utilisation, fréquence d'utilisation de la ligue, ils le font 6% du temps, 29e efficacité, donc des démarquages à la Ray Allen ou à la Reggie Miller où un tireur vient sortir d'un écran, fait une réception tir et tire à mi-distance ou à 3 points. Les Bucks le font quand même assez souvent, mais ils ne sont pas efficaces là-dedans. Et puis enfin sur les putbacks, donc qui sont des claquettes, des rebonds offensifs, quand on va soit faire une claquette dunk au rebond offensif, soit qu'un intérieur ou qu'un joueur de l'attaque des Bucks vient mettre une petite claquette après un panier manqué. Les Bucks, pareil, ont seulement la 29e efficacité de la ligue. Donc on l'a dit, les trois fondements de l'attaque des Bucks, le spot-up, les tirs de champ, où ils sont moyens, la transition, où ils sont pas mauvais, et le pick and roll porteur de balle, où ils sont plutôt moyens, voire même plutôt mauvais. En gros, ce que vous pouvez déduire de ça, en analysant ces composantes de l'attaque des Bucks, c'est qu'en fait, le succès offensif, là où les Bucks basent quasi l'essentiel de leur attaque, c'est soit sur des tirs à mi-distance ou des tirs à 3 points, avec Chris Middleton par exemple, soit grâce à leur défense, où ils vont avoir une défense très très dure, ils vont forcer des pertes de balles, et derrière ils vont avoir des contre-attaques et ils vont mettre des paniers faciles. Quasiment le cœur de l'efficacité offensive des Bucks, il est là-dessus, sur la capacité à forcer des pertes de balles et à marquer des points en contre-attaque. C'est l'équipe de la NBA qui marque en pourcentage le plus de points en contre-attaque sur des pertes de balles forcées. Donc clairement dans la saison 2014-2015, l'attaque des Bucks, elle a été complètement dépendante de la qualité de la défense des Bucks, et c'est vraiment la marque de cet adage qui dit que c'est une bonne défense créera toujours une bonne attaque. C'est clairement ça sur la saison passée du côté des Bucks. On va s'intéresser maintenant au tir, donc à la répartition un petit peu des tirs, du scoring, du shooting de cette équipe des Bucks. En gros, l'équipe des Bucks est une équipe relativement à droite à 3 points, mais ils ne surabusent pas du tir à 3 points. Ils ont la 7e efficacité et le 7e pourcentage au tir à 3 points de la ligue, mais c'est seulement la 25e équipe qui tente le plus de tirs à 3 points. Donc clairement, côté Bucks, on n'est pas dans la logique des Warriors, des Rockets ou des Cavs, où pratiquement 35 voire 40% des tirs sont des tirs à 3 points. Là, côté Bucks, on cherche plutôt du tir à mi-distance, on cherche plutôt à attaquer le cercle, et si jamais, effectivement, dans la structure de l'attaque, le ballon revient sur un 3 points, on prend le 3 points, mais ce n'est pas le cœur de cette attaque des Bucks. Donc 25e équipe
qui tente le plus de 3 points. Inversement, 5e équipe qui tente le plus de tirs à 2 points. C'est la 4e équipe qui tente le plus de paniers près du cercle. C'est la 9e équipe qui tente le plus de tirs à mi-distance. Et c'est la 9e équipe qui tente le plus de paniers dans la raquette, in the paint, donc dans la zone peinte, dans la zone protégée, dans la raquette. Par contre, à contrario, on l'a dit, 4e équipe qui tente le plus de paniers près du cercle, mais c'est seulement la 23e équipe en termes de pourcentage de réussite près du cercle. Idem dans la raquette in the paint, ils sont seulement 23e en termes de pourcentage au tir. Donc on l'a vu, c'est une équipe qui cherche à se rapprocher du cercle, à tenter des paniers près du cercle, mais quand ils sont près du cercle, ils sont relativement maladroits. Et puis inversement, ils sont pas mauvais à mi-distance, ils sont pas mauvais à 3 points, mais ils ne surabusent pas de ces tirs de loin. C'est assez intéressant, finalement, quand vous analysez au global la répartition, un peu la shooting chart, c'est-à-dire la répartition des tirs tentés et des réussites au tir de cette équipe des Bucks, on a l'impression que plus ils se rapprochent du cercle, les joueurs des Bucks, plus ils se rapprochent du cercle, plus ils sont maladroits par rapport à la moyenne NBA. Et inversement, plus ils s'écartent du cercle, ça peut paraître paradoxal, mais plus ils s'écartent du cercle et plus ils sont adroits par rapport à la moyenne NBA. C'est ce que vous voyez ici sur ce graphique. Donc vous voyez que le long de la ligne de fond à mi-distance, eh bien, ils sont relativement adroits. Idem à 3 points, où ils sont relativement adroits dans les ailes par rapport à la moyenne NBA. Par contre, dès que vous vous rapprochez du cercle, dès que vous êtes dans la raquette, et bien là, côté Bucks, on est très en deçà de la moyenne de la ligue. Et là, il y a une vraie problématique, effectivement, qui pèse sur la qualité de l'attaque des Bucks. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'en termes d'efficacité offensive, ils sont vraiment dans les bas-fonds de la ligue. C'est que dès que vous tentez de vous rapprocher du cercle quand vous êtes un joueur des Bucks, eh bien, vous avez du mal à scorer. Et ça pose une vraie problématique parce que il y a deux locomotives dans l'efficacité offensive dans le basket moderne. Il y a le 3 points, et on l'a encore vu sur les playoffs passés, toutes les équipes qui étaient des grosses équipes en termes de réussite et de volume de tirs tentés à 3 points sont allées loin en playoffs. Warriors, Clippers, Hawks, Cavs. Le 3 points est plus que jamais maintenant une vraie locomotive dans l'efficacité offensive et la capacité à mettre des points à haut pourcentage près du cercle. Donc vraiment à moins de 2 mètres du cercle. Voilà les deux locomotives qui vous permettent d'avoir un pourcentage au tir qui va monter très très haut, un pourcentage au tir réel très très haut. Malheureusement, dans ces deux compartiments, les Bucks, soit parce qu'ils ne tentent pas assez de 3 points, soit parce qu'ils sont trop maladroits près du cercle, sont mal classés, et ça explique pourquoi cette attaque des Bucks est relativement peu efficace, en tout cas était relativement peu efficace sur la saison passée. On va s'intéresser maintenant à la défense de cette équipe des Bucks. On a fait un point sur l'attaque, on va faire un point sur la défense. Paradoxalement, je vais pas avoir grand chose à dire sur la défense des Bucks parce qu'ils sont très bons partout. Les Bucks sont vraiment une équipe très intéressante en termes de qualité de défense parce qu'ils ont une défense relativement homogène. Ils sont très très bien classés dans tous les compartiments défensifs, donc dans tout ce que les équipes adverses tentent en attaque, que ce soit de la transition, des tirs de champ, du pick and roll. Les Bucks défendent très très bien. Ils sont premiers ou deuxièmes de la ligue dans ces compartiments. Là où ils ont un tout petit peu de mal, et encore je mets vraiment entre guillemets, c'est dans la défense du pick and roll poseur d'écran où ils sont entre guillemets que 8e, et sur la défense du poste bas où ils sont entre guillemets que 10e. Voilà les deux mini points faibles de la défense des Bucks, mais globalement cette défense de Milwaukee, c'est vraiment une défense de grande qualité. Il n'y a rien qu'ils ne savent pas bien défendre, et ça c'est très intéressant quand vous êtes dans une optique
de vouloir progresser de saison en saison, c'est très intéressant d'avoir une base défensive déjà très solide, parce que vous savez que vous pouvez vous baser là-dessus pour gagner des matchs et après se développer sur d'autres compartiments, et précisément dans le cas des Bucks, ce sont des compartiments d'attaque. Donc clairement, pour que les Bucks aillent trouver du succès la saison prochaine, ils doivent rester dans leurs fondamentaux défensifs, garder cette efficacité défensive qui est vraiment déjà excellente, et ils doivent absolument, ça c'est indispensable, ils doivent absolument trouver de l'efficacité offensive. La clé du succès chez les Bucks, s'ils veulent franchir un palier, ils doivent aller trouver de l'efficacité en attaque. Voilà pour ce qui était un petit peu du bilan attaque-défense de cette équipe de Milwaukee. On va s'intéresser maintenant au line-up, aux compositions d'équipe. Quels étaient les 5 sur le terrain efficaces la saison passée? À quoi il faut s'attendre sur la saison prochaine? C'est intéressant aussi dans un premier temps, regardez, qu'on analyse un petit peu les productions du côté des Bucks par poste. Voyez que sur la saison 2014-2015, globalement sur le poste de meneur et sur le poste de small forward, de petit ailier, les Bucks ont été plus efficaces, plus productifs, si vous voulez, sur le terrain que leurs adversaires directs. Par contre, à l'intérieur, poste de pivot et poste d'ailier fort, clairement, les intérieurs adverses ont dominé ceux des Bucks. Et puis sur le poste de shooting guard, sur le poste d'arrière, il y a aussi eu un avantage comparatif en faveur des adversaires. Mais quand vous regardez les PER, donc c'est une stat avancée qui est très intéressante, qui vous permet de mesurer l'efficacité d'un joueur sur le terrain, et c'est un PER qui est toujours ajusté au tempo des équipes. Donc vous pouvez comparer deux joueurs dans deux équipes différentes qui ont un style de jeu qui peut être complètement opposé, une équipe qui va jouer très patiemment, une équipe qui va jouer très vite. Vu que c'est ajusté au tempo, et bien ça vous permet de comparer ces données-là, et chaque saison, la moyenne de la ligue est à 15. Donc ça vous permet aussi de comparer de saison en saison la différence entre le meilleur joueur de la ligue et le niveau moyen. Ce qui est intéressant dans le cas des Bucks, quand vous avez un PER ramené à 48 minutes de temps de jeu, c'est que finalement, au niveau de la production des équipes adverses par position, regardez sur le poste de meneur arrière ailier, on ne dépasse pas les 15. Et sur le poste de power et de pivot, on dépasse péniblement les 15. Donc ça veut dire que les Bucks arrivent à très favorablement limiter la production de leurs adversaires, donc, que ce soit les points marqués, les passes décisives, les interceptions, tout ce qui peut contribuer à créer une valeur ajoutée statistique. Clairement, les adversaires sont en sous-production quand ils sont face aux Bucks. Par contre, inversement, on a du mal à dépasser les 15 dans l'attaque des Bucks sur le terrain. Vous voyez que, mis à part en termes d'efficacité sur le poste de pivot où on est à 16-7, on est aux alentours des 15, donc ce qui veut dire qu'on a une production offensive relativement moyenne. Donc ça défend bien, mais une nouvelle fois, ça ressort, la production offensive est relativement moyenne. Voilà pour ce qui était un petit peu du point sur les productions par position. C'est toujours intéressant, ça permet aussi d'analyser un petit peu quels étaient les points faibles des Bucks sur la saison passée. Clairement, sur le poste des intérieurs, les Bucks avaient un petit peu de mal sur la saison passée, et sur le poste 2, sur le poste de shooting guard aussi. Vraisemblablement, voilà à quoi ressemblera le 5 de départ de la saison prochaine côté Bucks. Donc c'est ce qu'on appelle la depth chart, donc la profondeur, si vous voulez, de l'effectif des Bucks. Il faut rajouter à ça Chris Copeland qui a signé aux Bucks, donc il viendra renforcer l'équipe sur le poste vraisemblablement de small forward. Donc il faut s'attendre à un 5, Carter Williams, Middleton, Antetokounmpo, Monroe et Parker, avec un 5 mineur intéressant emmené par Vasquez, Mayo, English
Inglis, pardon, Hanson et Plumlee, ou O'Brien et Hanson avec Plumlee en quatrième intérieur, donc un 5 bien équilibré, avec un 5 majeur de qualité, un 5 mineur qui peut être intéressant. Voyez que si on fait le bilan des arrivées et des départs, côté Bucks, on enregistre les arrivées de Greg Monroe, ça a été la grosse recrue de l'intersaison, de Vasquez en provenance des Raptors et de Copeland qui jouait aux Pacers. Les Bucks ont aussi pu ajouter les services de Rashad Vaughn qui vient de UNLV, Union Las Vegas. C'est un rookie, donc c'est un très très jeune rookie qui a un profil de scoreur. Mais je pense qu'il n'a que 18 ans, 18-19 ans, donc je pense que sa saison de rookie va très peu jouer. Mais c'est clairement un rookie qui a un profil de shooter, un profil offensif. Du côté des départs, Ilyasova est parti à Detroit, Pachulia est parti à Dallas et Dudley est parti aux Wizards. Donc ce qui va être intéressant d'analyser, c'est en quoi les arrivées vont-elles combler les départs, ou en quoi inversement les départs vont peut-être ne pas être comblés par les arrivées, et du coup quel impact, quelles conséquences ça peut avoir sur la saison prochaine. On va s'intéresser d'abord au départ. Et voyez que les 3 joueurs qui ont quitté les Bucks étaient quand même 3 joueurs relativement importants dans le dispositif de Milwaukee. 3 joueurs qui jouaient entre 22 et 24 minutes en moyenne par match. Donc c'est quand même des départs qui vont avoir un impact, ça c'est indiscutable. C'était des role-players, mais des role-players de qualité. Voyez ici, parmi les 5 les plus utilisés la saison passée côté Bucks, dans le 5 le plus utilisé de la ligue, on retrouvait le 5 le plus utilisé des Bucks la saison passée, vous m'aurez corrigé, on retrouvait Ilyasova et Pachulia, ce qui veut dire que en gros les Bucks ont quand même perdu 2 titulaires de leurs 5 de départ, et un 5 qui tournait bien, parce que voyez qu'en différentiel attaque-défense, c'était un 5 qui était très largement bénéficiaire. Et puis, voyez que Dudley, dans un rôle de remplaçant, contribuait aussi pas mal au succès des Bucks, parce que dans toutes les unités dans lesquelles il arrivait en remplaçant, eh bien, il se retrouvait dans un 5 mineur qui était prolifique sur le terrain et qui avait un ratio d'attaque et de défense positif. Donc, les départs de Ilyasova, de Pachulia et de Dudley sont quand même relativement importants, il ne faut pas les minorer. C'était des joueurs qui pesaient dans le dispositif des Bucks la saison passée, donc ils vont manquer à cette équipe de Milwaukee. On va regarder en détail dans quel compartiment. On va commencer par Ilyasova, qui, voyez, quand il était sur le terrain, évoluait dans un 5 qui avait en moyenne une efficacité en attaque de 103 points marqués pour 100 possessions jouées, et puis une efficacité en défense de 101 points encaissés pour 100 possessions jouées. Si vous compariez par rapport à la moyenne des Bucks, on était quand même un petit peu au-deçà de la moyenne, avec un pourcentage au tir réel de 55,4, là où le pourcentage au tir réel des Bucks était à 53%. Donc c'était un joueur plus adroit que la moyenne de l'équipe. Défensivement, même si c'est pas un joueur qui a un profil réputé de défenseur, Ilyasova est plus un intérieur de grande taille qui peut s'écarter, tirer à 3 points, ce qu'on appelle traditionnellement maintenant un stretch 4, un 4 qui peut s'écarter. Donc Ilyasova, voyez, même s'il n'avait pas justement cette réputation de bon défenseur, pour ce qui était de la contestation des paniers, on va dire à 2-3 mètres du cercle, eh bien il était quand même suffisamment présent défensivement pour bien gêner ses adversaires directs et faire en sorte qu'ils aient un pourcentage de réussite plus bas face à lui que face à la moyenne des autres équipes NBA, là où par contre défensivement il avait un petit peu plus de mal. Mais ça c'est traditionnel des intérieurs, c'était pour la contestation des 2 points longs et des tirs à 3 points, puisque souvent ces intérieurs sont un petit peu en retard s'il y a des changements dans la défense. Et ils se retrouvent à défendre sur un joueur plus petit, souvent ils sont en retard et ils sont moins en capacité de contester ces tirs.
Mais en tout cas, en tant qu'intérieur, Ilyasova défensivement était en capacité de bien gêner, de bien protéger le cercle. On va s'intéresser maintenant à Pachulia, donc on l'a dit, parti pour les Mavericks, qui quand il était sur le terrain permettait à l'équipe d'avoir une efficacité offensive aux alentours de 104 et une rigueur défensive aux alentours de 97, avec un pourcentage au tir réel à 51%. Pachulia n'est pas un bon tireur de lancer, donc son pourcentage au tir réel est relativement bas quand même, avec un taux d'usage à 19%. Défensivement, par contre, c'était un joueur précieux du dispositif des Bucks, puisque vous voyez que dans la contestation des tirs de près et même des 2 points longs, eh bien, il permettait aux Bucks d'avoir des attaquants adverses qui tiraient en deçà de leur réussite habituelle au tir. Donc c'était clairement une pièce importante du dispositif défensif des Bucks, en tout cas pour ce qui était de la défense, de la protection du cercle. Et puis enfin, Dudley lui aussi est parti pour les Wizards. Un profil de joueur offensif, lui par contre, vous voyez qu'il avait un très bon pourcentage au tir réel à 57%. Et puis on n'en a pas parlé, mais Ilyasova et Pachulia avaient quand même des taux d'usage relativement élevés, donc on l'a dit, c'était des role-players, mais c'était des role-players qui avaient quand même pas mal le ballon en attaque, donc c'était clairement des joueurs, on l'a déjà dit, mais on le répète, importants du dispositif des Bucks. Dudley, lui, était peut-être un petit peu moins impliqué en attaque, mais sa capacité à sanctionner de loin en faisait un joueur intéressant pour les Bucks. Clairement, par contre, pas un défenseur forcément de premier choix, puisque au global, quand Dudley défend sur un adversaire direct, cet adversaire direct a un meilleur pourcentage face à lui que face à la moyenne de la NBA. Voilà pour le point sur les départs. Donc quand même 3 joueurs importants qui quittent les Bucks. Il va falloir compenser ces absences. Elles vont être compensées par les arrivées, on l'a dit, de Vasquez, de Monroe et de Copeland. On va commencer par Greivis Vasquez, donc arrivé en provenance des Raptors. Du côté des Raptors, il évoluait, quand il évoluait sur le terrain, Toronto avait une efficacité d'attaque aux alentours de 107 points marqués pour 100 possessions et une solidité défensive de 105 points marqués pour 100 possessions jouées. Un joueur avec un taux d'usage aux alentours des 20%, donc un joueur qui, quand il était sur le terrain, quand même touchait pas mal le ballon, avec un pourcentage au tir réel de 51%, donc pas un pourcentage au tir réel forcément très élevé. On va rentrer dans le détail, vous allez voir pourquoi. Défensivement, par contre là, clairement pas un stopper défensif, puisque vous voyez que pour ce qui est de la protection des paniers entrés de très près, Greivis Vasquez avait vraiment beaucoup de mal, idem dans la contestation des 3 points. Au global, vous voyez que les adversaires directs ont un meilleur pourcentage face à lui que face à la moyenne des autres défenseurs qu'ils ont eu à affronter. Donc Greivis Vasquez, pas un spécialiste de la défense. Après, nul doute que dans une équipe avec un tempérament défensif comme celui des Bucks, il va progresser dans ce compartiment, mais c'est pas sur ça qu'il faut l'attendre arriver du côté de Milwaukee. Vous voyez que on parlait d'une équipe des Bucks qui aime jouer en isolation, mais qui n'a pas spécialement d'efficacité offensive dans les isolations. Eh bien Vasquez non plus, puisque vous voyez qu'il n'a qu'un indice de 3,5 en termes d'efficacité offensive sur les isolations. Donc comment il faut interpréter cette statistique? Le joueur le plus efficace de la ligue a un indice 100. Donc le plus efficace de la ligue en isolation a un indice 100. Et bien lui, Vasquez, il n'a qu'un indice 3,5. Donc ce qui veut dire que c'est clairement pas un joueur efficace quand il s'agit de jouer en isolation. Donc il ne va pas pouvoir renforcer les Bucks dans ce compartiment, un compartiment où les Bucks auraient quand même eu besoin d'être renforcés. Si on s'intéresse au jeu en transition, aux points marqués
en transition, eh bien Vasquez n'est pas un joueur très efficace dans la transition, il est même plutôt moyen voire mauvais, seulement un indice 32 en efficacité en transition. Là où par contre Vasquez va être un joueur très intéressant pour les Bucks, c'est dans le spot-up, dans les tirs de champ. Vous voyez que c'est quelque chose qu'il a fait beaucoup la saison passée, presque une fois sur 3, et avec un indice pratiquement 88. Donc c'est un joueur super efficace dans les tirs de champ. Donc ça c'est très bien pour une équipe des Bucks qui a besoin de progresser dans ce compartiment en attaque et qui, on l'a vu, aime bien justement mettre en place des joueurs pour du tir à 2 points, des tirs à mi-distance le long de la ligne de fond et éventuellement aussi du 3 points. Au global, voyez, ça c'est la shooting chart de Vasquez sur la saison passée. Vous avez en bleu des zones dans lesquelles il a été plus maladroit que la moyenne NBA. Et plus la zone est densément coloriée, plus il a tenté de panier depuis cet endroit. Et puis inversement, plus ça se réchauffe, plus ça devient jaune, orange, rouge, et plus le joueur est adroit par rapport à la moyenne NBA. Donc là, clairement, quand on vous regardez la shooting chart, la distribution des tirs de Vasquez, vous vous rendez compte que c'est un joueur qui aime tirer à 3 points. Clairement, son jeu, c'est quasi exclusivement en attaque du 3 points ou des paniers de près. Par contre, près du cercle, il est très maladroit, beaucoup plus maladroit que la moyenne NBA, et que au-delà de la ligne à 3 points, dès qu'il est du côté gauche du terrain, il est plus adroit que la moyenne NBA, mais dès qu'il commence à tenter des tirs côté droit, il est plus maladroit. Et ce qui est vraiment fou, c'est que quand vous regardez la fréquence des tirs tentés, eh bien il en tente beaucoup plus du côté droit, du côté où il est maladroit, que du côté gauche où il est plus adroit. Allez comprendre la logique, mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que Vasquez, il peut apporter aux Bucks de la réussite à 3 points, mais par contre, là où les Bucks auraient besoin de trouver des points près du cercle à haut pourcentage, Vasquez ne pourra pas les aider. Là aussi où Vasquez pourra être intéressant dans le dispositif des Bucks, c'est sur le pick and roll. Sur le pick and roll porteur de balle, c'est un joueur qui a un indice pratiquement 60, donc qui est quand même relativement solide sur le pick and roll porteur de balle, un joueur qui a un ratio de perte de balle qui est relativement correct, qui a un bon ratio de perte de balle pour passe décisive, donc qui est un joueur relativement rigoureux avec le ballon. Ça aussi, les Bucks en ont besoin, donc dans ces compartiments-là, Vasquez peut être d'une aide intéressante. Si on compare sa production par rapport à la production de ses adversaires directs, eh bien on retrouve ce qu'on a dit tout à l'heure quand on a analysé la défense. Vasquez n'est pas un très bon défenseur. Globalement, il est surclassé par son adversaire direct sur le terrain. Donc il faut espérer que dans la philosophie défensive des Bucks, il trouve un petit peu de solidité défensive, sans quoi ça risque d'être problématique dans une équipe à vocation quand même prioritairement défensive, d'avoir des maillons faibles dans cette défense. Voilà pour ce qui était du point sur Vasquez, donc un joueur qui peut apporter du danger à 3 points, les Bucks en ont besoin, de la rigueur sur la montée de balle, des passes de qualité et un petit peu d'explosivité sur le pick and roll, mais qui à contrario n'est pas un bon défenseur, donc qui pourra peut-être pénaliser la bonne défense des Bucks. Voilà le point pour Vasquez. On va maintenant s'intéresser à Greg Monroe, la grosse recrue de l'intersaison, la superstar, le joueur le mieux payé de l'équipe. Est-ce que sa venue va transformer les Bucks? Est-ce qu'il va mériter son contrat en millions? Comme je vous l'ai dit, on n'a pas de boule de cristal, mais on va dégager déjà quelques tendances. La saison passée du côté des Pistons, quand il était sur le terrain, l'équipe tournait à 102 points pour 100 possessions, 104 points pratiquement encaissés pour 100 possessions. Les Pistons n'étaient pas une très bonne défense l'an passé, donc c'est toujours compliqué
d'évaluer la défense d'un joueur, parce que autant l'attaque, un joueur tout seul peut mettre des points en isolation ou avec ses capacités de scoreur, autant un joueur tout seul ne peut pas défendre sur les 5 autres sur le plan défensif. Donc c'est toujours compliqué statistiquement d'évaluer l'impact défensif, c'est pour ça qu'il faut prendre beaucoup de pincettes, toujours regarder le contexte. Là, le contexte fait que du côté des Pistons, l'équipe n'était pas une bonne équipe de défense, donc c'est pourquoi les stats de défense de Monroe ne sont pas très très bonnes. Alors ça ne veut pas dire que c'était non plus un super défenseur, mais il ne faut pas non plus tout baser là-dessus. En termes de rebond, c'est un rebondeur solide, donc ça c'est important. C'est important pour une équipe des Bucks, parce que quand vous êtes une défense solide, que vous forcez des tirs compliqués, des tirs qui vont être manqués, il faut derrière des joueurs pour arracher les rebonds. Au global, Monroe est le 31e meilleur rebondeur de la NBA, là où Pachulia était le 51e. Donc clairement, du côté du pivot titulaire, les Bucks vont récupérer un meilleur rebondeur avec Monroe. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour les Bucks. Le pourcentage au tir réel est correct. Maintenant, 55%, c'est pas non plus transcendant pour un intérieur. Au niveau des statistiques de défense, on retrouve un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure. Globalement, Monroe n'est pas un super défenseur. En tout cas, dans le dispositif des Pistons, ça n'était pas un super défenseur. Globalement, ses adversaires directs ont été plus adroits face à lui que face aux autres équipes, aux autres adversaires de la ligue. Voilà ce qu'il faut retenir. Au niveau des composantes classiques de l'attaque d'un intérieur, au niveau du pick and roll, porteur de balle, voyez que Greg Monroe, au niveau du pick and roll, au niveau du pick and roll, vous m'aurez corrigé, rollman, donc poseur de l'écran. Donc quand Greg Monroe pose un écran, ouvre, récupère le ballon et tente un panier, il l'a fait du côté des Pistons pratiquement 13% du temps, avec seulement un indice 43. Donc Monroe n'est pas efficace sur le pick and roll. Voilà ce qu'il faut retenir. Ça n'est pas un joueur qui est efficace sur le pick and roll. C'est une mauvaise nouvelle pour les Bucks, parce que eux n'étaient pas non plus très très forts dans ce compartiment la saison passée. Ils étaient même plutôt mauvais, 28e efficacité de la ligue, et ils ont besoin d'un intérieur qui peut être un danger sur le pick and roll pour compliquer la tâche de la défense. Monroe, avec un indice 43, c'est moyen. Ça ne sera pas l'homme de la situation pour les faire progresser dans ce compartiment. Au niveau du post-up, donc du jeu de haut panier, indice 57,9 pour Monroe, donc c'est un joueur correct pour ce qui est de jouer de haut panier. Il a fait pratiquement plus de 40% du temps sur la saison passée. Voilà, un intérieur de haut panier correct, mais ça n'est pas non plus l'un des joueurs les plus efficaces de la ligue de haut panier. Voilà ce qu'il faut retenir. Mais avec un indice 60, il est quand même dans la moyenne supérieure de la ligue. Et nul doute par contre là qu'il va pouvoir renforcer cette attaque des Bucks, qui la saison passée, souvenez-vous, ne le faisait que 6% du temps. Là ils vont pouvoir aller plus servir Monroe au poste bas, avoir un point d'ancrage à l'intérieur, et donc focaliser un petit peu la défense sur Monroe pour derrière créer des démarquages pour des tireurs, des renversements. Donc ça c'est intéressant dans le dispositif à venir dans l'attaque des Bucks. Ça ouvre de nouvelles perspectives à cette attaque des Bucks qui avait besoin de trouver un petit peu de variété en attaque. Au niveau des putbacks, donc des claquettes après un panier manqué, Monroe a un indice 74, donc c'est un joueur efficace dans les petits tip-in, dans les petites claquettes qu'il va pouvoir aller récupérer au rebond offensif. Ça aussi c'est intéressant pour les Bucks, et on l'avait vu au tout début qu'ils ne sont pas une équipe particulièrement efficace en termes de rebond offensif. Ils étaient dans le milieu de la ligue, mais avec seulement la 29e efficacité. Donc là aussi, Monroe vient renforcer cette équipe des Bucks. Par contre, là où il peut y avoir un petit
Une petite problématique pour Milwaukee, c'est que souvenez-vous, on en a parlé en préambule, plus les Bucks se rapprochaient du cercle, plus ils étaient maladroits par rapport à la moyenne NBA. Et bien malheureusement, quand vous analysez le pourcentage au tir en fonction des positions sur le terrain de Greg Monroe, vous vous rendez compte que c'est un joueur qui, dans quasiment tous ses tirs tentés, est moins adroit que la moyenne NBA dans des tirs tentés depuis le même endroit. C'est ce que vous voyez sur ce graphique. Vous voyez que sur tous les tirs tentés près du cercle, et bien globalement, Greg Monroe est plus maladroit que la moyenne NBA sur des tirs tentés depuis les mêmes endroits. Voyez aussi que globalement, c'est un joueur qui n'aime pas spécialement s'écarter du cercle. Il y a quelques tirs tentés, on va dire à 5 mètres, mais globalement, par rapport à la moyenne de la ligue, on est en deçà du pourcentage de tirs tentés depuis cette zone, depuis ces zones à mi-distance. Donc globalement, Greg Monroe, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il aime tenter des tirs près du cercle, dans la raquette, à 2-3 mètres, mais qu'il est relativement maladroit par rapport aux autres intérieurs ou aux autres joueurs qui tentent des tirs depuis les mêmes endroits, depuis 2-3 mètres du cercle. Ça, c'est pas une bonne nouvelle pour les Bucks. C'est pas du tout une bonne nouvelle pour les Bucks, parce que les Bucks avaient justement besoin de progresser cruellement dans l'adresse au tir près du cercle. Comme ça, en analysant un petit peu les stats de Monroe, la première déduction qu'on va pouvoir en tirer, c'est que il va pas forcément pouvoir les aider à progresser dans cette adresse, dans cette réussite près du cercle. Et ça, c'est vraiment une grosse problématique, parce que les Bucks en ont cruellement besoin. Ils ont besoin d'être plus adroits près du cercle. J'ai peur que Greg Monroe ne puisse pas les aider dans ce compartiment-là. Il va pouvoir les aider en étant un point d'ancrage à l'intérieur qu'il n'avait pas la saison passée. Mais étant donné sa relative maladresse par rapport aux autres intérieurs qui tentent des tirs depuis les mêmes endroits dans la raquette, j'ai peur que Monroe ne contribue pas à vraiment faire progresser cette attaque des Bucks en termes d'efficacité. Il va apporter de la variété, mais en termes d'efficacité, les statistiques montrent que ça n'est pas la machine à scorer avec efficacité près du cercle que les Bucks attendaient peut-être. Analyse aussi intéressante par rapport aux productions. Donc vous voyez que par rapport à ses adversaires directs, Monroe a quand même une production qui est plus élevée que le vis-à-vis. Donc ça, c'est toujours intéressant. Et puis on voit bien que quand il est sur le terrain, il contribue plus au succès de l'équipe que quand il est sur le banc. Donc c'est clairement un joueur qui est important pour une franchise. Là, il n'y a pas à s'inquiéter là-dessus. Intéressant aussi de regarder sur quel poste a joué Monroe la saison passée. Et bien, voyez que la moitié du temps, il jouait power forward, et que l'autre moitié du temps, il jouait pivot, parce que souvenez-vous, il était en alternance avec Drummond sur ce poste de pivot. Là où par contre il y a une très bonne nouvelle pour les Bucks, c'est que voyez que la saison passée, eh bien Monroe n'était pas du tout à l'aise sur le poste 4, que décalé en 4, il a eu une productivité beaucoup moins élevée que quand il jouait seul en poste de pivot classique. 18 de PER sur le poste d'ailier fort, on passe à 27 de PER sur le poste de pivot. Donc clairement Monroe est beaucoup plus à l'aise et il est beaucoup plus efficace en attaque sur le poste de pivot. Il a aussi eu une bien meilleure productivité parce que associé à Drummond étant un véritable aspirateur à rebond, quand les deux étaient sur le terrain, en fait, Monroe prenait beaucoup moins de rebonds puisque une grande partie était absorbée par Drummond, et donc du coup ça a fait aussi un petit peu baisser son PER, alors que inversement, quand Monroe est le seul pivot
entre guillemets le vrai pivot sur le poste de pivot sur le terrain, il a cette capacité à absorber un petit peu tous les rebonds, ce qui augmente son efficacité. Mais voyez comme la différence est vraiment frappante quand vous regardez le bilan finalement des productions par poste par rapport aux adversaires directs. Globalement, quand il jouait sur le poste de power forward de 4, il faisait jeu égal avec son adversaire direct, mais dès qu'il peut évoluer sur le poste de pivot, clairement il surclasse les autres pivots de la ligue. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle pour les Bucks, parce que finalement c'est sur ce poste de pivot, le poste sur lequel va jouer Monroe sur la saison prochaine, c'est sur ce poste là qu'il est le plus efficace. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour Milwaukee. Donc, on vient de le voir, cette équipe des Bucks, c'est une équipe qui a cruellement besoin d'efficacité en attaque. Ils ont besoin de trouver des paniers à haut pourcentage, donc soit en ayant de la réussite à 3 points, soit en se rapprochant du cercle. On l'a vu la saison passée, l'équipe s'est beaucoup basée sur du tir à mi-distance à 2 points, avec une belle efficacité, mais les équipes les plus à droite de la NBA dans les tirs à mi-distance à 2 points sont aux alentours des 40%, donc c'est pas assez pour porter toute une attaque. L'équipe était pas mal à 3 points, mais avec finalement une utilisation du 3 points relativement peu élevée. Et puis là où il y a une vraie problématique, c'est que dès qu'on se rapprochait du cercle côté Bucks, eh bien le pourcentage tombait par rapport à la moyenne de la ligue. Vasquez va pouvoir apporter un petit peu d'adresse à 3 points, mais ça va être un role player de l'équipe, donc ce n'est pas lui qui va emmener les Bucks vers les sommets, en tout cas plus loin que le premier tour des playoffs. L'arrivée de Greg Monroe est intéressante, c'est un joueur qui va permettre à ces Bucks de trouver un petit peu d'efficacité dos au panier. Il va permettre à cette attaque des Bucks, qui était en fait une attaque qui jouait très loin du cercle et qui jouait principalement et quasi exclusivement face au cercle. Il n'y avait pas de point d'ancrage dos au panier. Il y avait une volonté d'essayer de se rapprocher du cercle pour marquer, donc avec des joueurs comme Carter Williams ou comme Giannis qui tentaient d'aller attaquer le cercle pour marquer près du cercle, mais malheureusement avec une efficacité relativement basse. Clairement, Monroe leur apporte un point d'ancrage dos au panier pour focaliser les défenses et puis accessoirement pouvoir mettre des points près du cercle. Mais on l'a vu, Monroe, ça n'est pas spécialement un joueur hyper efficace sur le pick and roll en poseur d'écran, en sortie d'écran. Ça n'est pas non plus un intérieur qui, par rapport aux joueurs qui tentent des paniers du même endroit que lui, ça n'est pas un intérieur qui est super efficace. Il est même en deçà de la moyenne de la NBA pour des tirs tentés près du cercle. Donc mon analyse, c'est que Monroe n'aura pas les clés. L'avenir des Bucks ne dépend pas de Monroe. Voilà ce que je veux vous dire. J'ai vu pas mal d'articles sur les Bucks. L'équipe est annoncée comme effectivement franchissant vraiment un palier avec l'arrivée de Monroe. Eh bien, paradoxalement, moi je pense que si les Bucks ne franchissent un palier, ça ne sera pas grâce à Monroe. L'avenir des Bucks ne dépend pas de Monroe. C'est une recrue intéressante, mais par rapport aux problématiques de Milwaukee qu'on a soulevées, ça n'est pas le joueur qui vient boucher tous les trous. Ce n'est pas le joueur Castorama qui vient réparer la maison, refaire les fondations. L'avenir des Bucks, pour moi, il est radieux parce que le noyau dur de cette équipe de Milwaukee est très jeune. Carter Williams, Parker, Antetokounmpo, Monroe, Middleton. Vous avez là un groupe de joueurs talentueux qui est très très jeune. Donc l'équipe, elle a tout l'avenir devant elle pour développer ce noyau dur de jeunes joueurs. Mais les Bucks ne franchiront un palier la saison prochaine que si Carter Williams franchit un palier en attaque, que si Giannis franchit un palier en attaque et que si Jabari Parker franchit
un palier en attaque. Le succès des Bucks, si les Bucks veulent aller plus loin que le premier tour la saison prochaine en playoff, et nul doute que c'est l'ambition affichée, ça ne dépend pas de la performance de Monroe, ça dépend de Carter Williams, ça dépend de Antetokounmpo et ça dépend de Parker. C'est pas plus compliqué que ça. Regardez la shooting chart de Carter Williams, c'est pas possible. C'est tout simplement pas possible en termes d'efficacité en attaque. Carter Williams est très intéressant en défense, très intéressant au rebond, il a une bonne vision du jeu, il perd beaucoup de ballons, mais il a encore de la maturité dans sa sélection de quelle passe il doit tenter, quelle passe il ne doit pas tenter pour trouver un petit peu de rigueur, perdre un peu moins de balles. Mais alors en termes d'efficacité en attaque, regardez, il n'y a que du bleu. Ça veut dire que au-delà de la ligne à 3 points, dans les 2 points longs, on est clairement très en deçà de la moyenne NBA dans des tirs tentés depuis les mêmes zones. Et même quand on essaie de se rapprocher du cercle pour finir près du cercle, on est en deçà de l'efficacité de la ligue dans les tirs tentés depuis ces mêmes zones. Là où Carter Williams existe entre guillemets, c'est pour ce qui est des tirs tentés, allez, on va dire à 3-4 mètres. Dans une zone où en NBA, dans la NBA moderne, quasiment plus aucun joueur ne tente de tir depuis ces zones. Et bien dans les zones à 3-4 mètres, Carter Williams est plus ou moins dans la moyenne NBA, mais globalement, partout ailleurs sur le terrain, il est beaucoup plus maladroit que la moyenne des autres joueurs. Donc là, il y a une vraie problématique. En tant que meneur titulaire de l'équipe, il doit apporter du danger en attaque, de l'efficacité en attaque, sinon les défenses vont faire l'impasse sur lui. Et évidemment, elles se concentreront sur d'autres joueurs et les Bucks ne peuvent pas se permettre d'attaquer à 4 contre 5. Donc Carter Williams, le développement offensif de Carter Williams est un point très important dans le développement de cette équipe des Bucks. Parallèlement, vous voyez qu'au niveau des spot-up, des tirs de champ sur la saison régulière, Carter Williams, il était en indice 16,7. Donc clairement un joueur qui n'était pas du tout efficace dans les tirs de champ. Là où c'était intéressant du côté des Bucks d'utiliser Carter Williams, c'était sur le pick and roll. Vous voyez qu'il avait un indice 56 sur le pick and roll porteur de balle. Donc il s'en sortait pas trop mal finalement quand il était impliqué dans le pick and roll. Il arrivait à créer du danger souvent pour se rapprocher du cercle et finir près du cercle, mais au-delà de ce compartiment, Carter Williams a vraiment il n'a quasiment pas contribué, il est vraiment passé à côté, il n'a quasiment pas contribué à l'attaque des Bucks. Donc là il y a un gros point noir que Milwaukee doit corriger sur la saison prochaine. Et si on s'intéresse maintenant à Giannis Antetokounmpo, autre jeune joueur dont le développement en attaque est très important pour l'avenir des Bucks, et c'est un joueur qui, si il évolue en attaque, va contribuer au succès des Bucks. On retrouve un petit peu les mêmes problématiques qu'avec Carter Williams, un joueur qui est par contre là, vous voyez, très efficace près du cercle, donc qui est dans la moyenne NBA pour ce qui est d'aller finir près du cercle. Un joueur ainsi intéressant dans les 2 points longs dans l'axe, on va dire à 4-5 mètres, il est vraiment très adroit dans l'axe. Par contre, ce qui est vraiment très surprenant pour un ailier, c'est que il n'existe quasiment pas en attaque le long de la ligne de fond, et il n'existe quasiment pas en attaque au-delà de la ligne à 3 points. C'est un joueur qui va chercher à se rapprocher du cercle, ou c'est intéressant à exploser comme ça à mi-distance dans l'axe, mais dès qu'il est sur les lignes de fond ou au-delà de la ligne à 3 points, il n'existe plus en attaque. Or les Bucks ont besoin d'avoir un Giannis qui est peut-être un petit peu plus dangereux de différents endroits du terrain. Ce qui est intéressant, c'est que quand vous analysez la saison passée
sur quel poste Antetokounmpo a joué, vous voyez qu'il a partagé globalement son temps de jeu entre le poste de small forward et de power forward. Vraisemblablement sur la saison à venir, il va se retrouver à jouer small forward, donc petit ailier, Jabari Parker prenant la place de power forward. Et voyez que sur la saison passée, et bien finalement sur le poste de small forward, il n'a eu un PER que de 14,1 pour un adversaire direct à 14,6, là où sur le poste de power forward, il était à 17,4 pour un adversaire à 14,3. Donc le fait que sur le poste de l'ailier, il joue un petit peu plus loin du cercle, ça l'a clairement handicapé dans sa capacité à être productif sur le terrain, et ça va être un point d'inquiétude pour les Bucks parce que sur cette saison 2015-2016, Milwaukee va surtout avoir du temps de jeu à lui proposer en tant que titulaire sur le poste de small forward et dans une moindre mesure sur le poste de power forward, mais clairement Antetokounmpo doit exploser sur ce poste d'ailier. Là où je pense que Antetokounmpo a vraiment quelque chose à développer et à travailler au-delà du tir pur, de l'adresse de loin pur, parce que Antetokounmpo il a vraiment un physique à la Kevin Durant, il a des bras, c'est go-go gadget au bras. S'il développe un tir à mi-distance, il peut être absolument inarrêtable parce que personne n'arrivera à aller contrer des tirs tentés de aussi haut. Mais là où je pense les Bucks devraient essayer de développer Giannis, où il pourrait devenir vraiment dangereux, c'est pour moi sur le jeu de haut panier, sur les post-up. La saison passée, il l'a fait 9% du temps avec un indice d'efficacité de 39, donc il a quand même été amené à jouer de haut panier, on va dire 10% du temps, mais il n'était pas efficace. Là, imaginez s'il joue en 3 en small forward, il se retrouverait à être défendu par des joueurs plus petits que lui. Avec sa taille et ses bras énormes, il pourrait vraiment être ultra dangereux dos au panier. Imaginez des fade-away de Antetokounmpo, vu la hauteur à laquelle serait le ballon, ça serait absolument incontrable. Si les Bucks arrivent à transformer Giannis en un joueur efficace dos au panier, ils peuvent clairement proposer quelque chose de très dangereux et qui serait très dur à défendre pour les équipes adverses. Il y a pour moi là une piste à explorer. Et puis autre chose sur lequel Antetokounmpo pourrait être peut-être davantage utilisé, c'est sur le pick and roll poseur d'écran. J'ai été un petit peu surpris de constater que la saison passée, c'est un cas de figure qui ne s'est quasiment jamais proposé à lui, seulement sur toute la saison 27 possessions où il a été poseur d'écran et où il a récupéré le ballon pour tenter un panier, donc 2,4% du temps, seulement 26 d'indice. Antetokounmpo, avec sa taille, il pourrait être super dangereux en étant un poseur d'écran, un petit peu comme un LeBron James à l'époque du Heat. C'est beaucoup moins vrai maintenant du côté des Cavs, mais à l'époque du Heat où LeBron James posait des écrans, c'est très compliqué à défendre pour les défenses adverses. Imaginez des séquences de pick and roll entre Carter Williams et Antetokounmpo. Ça serait pour moi vraiment quelque chose à explorer. Il pourrait poser l'écran, ouvrir. On a vu que dans les tirs dans l'axe à 4-5 mètres, il était très efficace. Imaginez des pick and fade avec Giannis. Ça serait pour moi vraiment encore quelque chose de très intéressant à explorer pour les Bucks. Voilà des pistes de développement que Milwaukee pourrait suivre et qui pourrait permettre à l'équipe de vraiment encore franchir un cap pour la saison prochaine. Et puis évidemment le développement de Jabari Parker est aussi très important. Il a joué très peu de matchs la saison passée, donc c'est très compliqué de tirer un bilan de sa saison de rookie. Comme tous ces jeunes joueurs maintenant qui arrivent avec seulement une année d'expérience en université, en NBA, c'est très compliqué d'être tout de suite efficace. Clairement, c'est des joueurs qui ne sont pas prêts pour la NBA. Ils peuvent apporter entre 10 et 15 points par match, mais avec une efficacité relativement basse. Ça s'est confirmé avec Jabari Parker. Mais globalement, c'est aussi un joueur dont il faut attendre une saison prochaine qui, il faut l'espérer pour les Bucks, sera marquée par une belle
progression. En tout cas, là où je veux en venir, c'est que pour moi la clé de l'avenir des Bucks dépend du développement en attaque de Carter Williams, de Antetokounmpo et de Jabari Parker. Si ces trois joueurs arrivent à gagner de l'efficacité offensive, gagner 4 à 5 points sur leur pourcentage au tir réel, ce qui serait déjà vraiment énorme, donc passer on va dire de 51-52 à 55-56, s'ils arrivent à franchir ce niveau-là, en étant soit plus adroit à 3 points, soit plus efficace dans les tirs tentés près du cercle, et que les Bucks arrivent à maintenir leur efficacité défensive, et ça, ça ne me fait pour moi aucun doute qu'ils arriveront à maintenir cette efficacité défensive, si ces trois joueurs arrivent à se développer en attaque, les Bucks vont pouvoir vraiment franchir les caps et aller plus loin. Ça sera le statu quo, même avec l'arrivée de Monroe, ça sera le statu quo si ces trois joueurs restent plus ou moins stagnants sur cette saison à venir. Monroe à lui seul, finalement, si ces trois joueurs n'évoluent pas, Monroe à lui seul compensera finalement les Ilyasova, Pachulia et plus ou moins Dudley, mais ça sera un gagné pour un perdu. Ils auront perdu 3 bons role-players pour récupérer un joueur de calibre All-Star, et ça se compensera. Pour moi, les Bucks feront la même saison. Donc la clé, je le répète, ça sera très intéressant à observer. Ça n'est pas Monroe qui fera une bonne saison, il sera à 16-17 points, dire bon par match, je n'en fais aucun doute, mais les Bucks ne franchiront un palier que si Carter Williams, Parker et Antetokounmpo franchissent eux-mêmes un palier et arrivent à contribuer plus efficacement en attaque. Voilà pour ce qui était du bilan sur cette franchise des Bucks. Une franchise des Bucks dont on a beaucoup parlé à l'intersaison, dont beaucoup pronostiquent que ça va être une équipe à suivre sur la saison prochaine, qui vont vraiment franchir un palier. Je serai un tout petit peu plus modéré, parce que comme on l'a vu, je ne pense pas que Monroe à lui seul va permettre aux Bucks de franchir ce palier. Ça va être une progression globale que tous ces jeunes joueurs doivent effectuer pour que les Bucks deviennent une meilleure équipe. On l'a vu dans la NBA moderne, souvenez-vous de cet adage, l'attaque fait gagner des matchs, mais la défense fait gagner des titres. C'est pas tout à fait vrai, puisque si vous regardez dans les 20 dernières saisons dans l'histoire de la NBA, il n'y a qu'une seule franchise qui a gagné un titre sans être classée parmi la 10 meilleures attaques de la ligue. C'était les Detroit Pistons en 2004. Sinon, les 19 autres équipes étaient dans le top 10 en attaque et le top 10 en défense. Les Bucks, ils sont déjà dans le top 10 en défense. À eux maintenant d'intégrer le top 10 en attaque pour se dégager un avenir radieux. Mais ils ont justement du temps devant eux pour se développer. Ça ne se fera peut-être pas la saison prochaine, mais ça peut s'inscrire dans 2 ou 3 saisons avec un noyau dur de jeunes joueurs qui continuent à jouer ensemble, qui continuent à se développer et qui pourra vraiment peut-être régner comme dans les années 70 sur la conférence Est si tous ils arrivent à évoluer et à progresser ensemble. Voilà pour cette première vidéo consacrée à l'intersaison 2015 de franchise NBA. On a commencé par les Bucks, on va poursuivre. Je vous donne donc très bientôt rendez-vous pour une prochaine vidéo. Si vous avez des souhaits d'analyse, eh bien utilisez les réseaux sociaux, on est sur Facebook, on est sur Twitter. Utilisez sous cette vidéo les commentaires pour formuler vos souhaits. Maintenant, je sais que vous êtes très nombreux à vouloir qu'on analyse les Knicks, les Lakers. Le problème, c'est que ces équipes, elles ont tellement changé, les effectifs ont tellement changé d'une saison à l'autre que c'est quasi impossible de faire un bilan. Les bilans sont vraiment intéressants quand 70%, 60-80% de l'équipe est resté le même et qu'il y a eu des additions qui peuvent être considérées comme des additions qui vont faire la différence. C'était le cas par exemple avec les Bucks et l'arrivée de Monroe. Des équipes qui se reconstruisent complètement, c'est assez compliqué à analyser parce que sur quoi se baser en fait, on n'a pas vraiment de recul, donc c'est un petit peu plus compliqué. Mais vous avez la parole, laissez-moi vos commentaires, je vous dis à très bientôt,
bon été et bon match à tous.